Le langage trace la route d'une évasion possible. La poésie est un de ces possibles. Dans cette escale de Jeanne, je suis avec Étienne Ruot. Étienne Ruot, bonjour, c'est votre phrase. Bonjour, oui, tout à fait. Pourquoi la poésie? Alors, j'ai commencé la lecture avec des histoires, des romans pour enfants, mais également ma mère me faisait écouter les chants de fables de Robert Desnos. Il y a une version chantée. Et par la suite, à l'adolescence, mes parents écoutaient les adaptations de Baudelaire par Léo Ferré. Donc j'ai eu cette initiation, comme beaucoup de gens, par la chanson. Par la chanson. C'est ce que disait aussi le poète belge Eugène Savitskaya, c'est-à-dire il avait découvert Baudelaire et Rimbaud par Léo Ferré. Par un autre biais finalement. Ce que Gainsbourg appelle un art mineur par ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Et la poésie se découvre jeune, puisqu'il y a les fables, il y a les chansons, comme vous dites. Alors, le problème, c'est définir ce qu'est la poésie. Alors, Jacobson parle de la fonction poétique, mais parfois, c'est compliqué. Qu'est-ce qui sépare? Alors, avant, c'était plus simple, parce que finalement, il y avait le principe du vers, donc on savait ce qu'était une poésie. Encore que ça se discute, puisque les tragédies étaient elles-mêmes en vers. Donc, aujourd'hui, on est passé au poème en prose, depuis le 19e, à peu près. Même si on prend par exemple Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, on est à la limite de la poésie, voyez. Donc c'est difficile de définir réellement ce qu'est la poésie. Alors, avant que je revienne à tout ce que vous faites, je voulais dire que hier vous avez quand même, c'est un grand soir à la SGDL, donc vous avez reçu la bourse Saran Alexandrian, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une bourse, je crois, qui est dédiée aux personnes qui font des recherches. Oui. Donc, il y a après des dossiers et vous êtes au fur et à mesure nominé pour cette bourse, c'est bien ça? Tout à fait. Bravo déjà. Merci. Et ensuite, vous avez écrit, je crois que votre projet, c'est sur le Père Lachaise. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, la bourse Saran Alexandrian, puisque Saran Alexandrian était un surréaliste, qui a écrit d'ailleurs un essai sur Breton. Elle était avec lui d'ailleurs souvent. Tout à fait. Bon, il y a eu une brouille avec Breton, mais comme toujours. Parce que, mais l'estime est restée. Voilà, qui ne se brouille pas avec André Breton, quoi, je veux dire, personne. Donc, le Père Lachaise surréaliste, c'est un projet, j'ai déjà commencé à l'écrire, j'ai dû écrire 200-300 pages, bon, c'est difficile à quantifier, autour du Père Lachaise et des auteurs surréalistes qui se trouvent au Père Lachaise. Quand je dis auteurs, ce ne sont pas forcément des écrivains ou des poètes. Enfin, il y a des écrivains et des poètes, ce sont aussi des acteurs, des plasticiens, des cinéastes, même des danseuses, qui ont participé peu ou prou du mouvement, voire des mécènes ou des galeristes, comme Max. Alors, l'essai porte essentiellement sur le Père Lachaise, c'est-à-dire j'ai fait des biographies développées sur les auteurs du Père Lachaise, encore que parfois ça soit difficile parce qu'on a très peu d'éléments. Ça vous a attiré, je veux dire? Alors j'ai toujours aimé le Père Lachaise parce que, bon, évidemment c'est une nécropole, donc ce sont des gens qui sont décédés, il y a une part de tristesse, mais c'est une sorte de mémoire, c'est un lieu calme dans une ville qui est quand même très peuplée. Paris c'est extrêmement dense, il y a peu d'espace vert. Et j'y vois un certain romantisme également. Un romantisme qu'on pourrait qualifier de morbide, parce que le romantisme a une face sombre aussi. Dans l'anthologie de l'humour noir, il y a des auteurs qui font preuve d'un humour très très noir, sinon glauque, comme Petrus Borel. Lieu romantique, lieu de mémoire, lieu calme aussi, et puis l'idée de dénicher des histoires originales. C'est-à-dire, j'ai parlé de Paul Éluard, on pourrait parler de Max Ernst, ce sont des gens qui sont très connus. Mais dans les surréalistes que je cite, parfois j'en ai retrouvé à force de recherche. Alors, il faut aller sur les sites, mener tout un travail d'enquête, sur des sites de généalogie, dans les archives de Paris, retrouver des descendants, des correspondants. Enfin, parfois c'est vraiment un travail d'investigation. Tout à fait. Et après, il faut établir aussi, il faut retrouver la tombe. Parfois, il n'y a plus de tombe d'ailleurs, ou alors vraiment, les gens sont enterrés en pleine terre parce qu'ils n'ont plus de famille. Souvent, les sépultures ont disparu. Et c'est émouvant quand il n'y a plus personne pour la sépulture? C'est un peu triste, mais on m'a demandé hier si ce qui m'intéressait, c'était les tombes même en tant que matérialité. Alors parfois, il y a des tombes qui sont très belles. Oui, bien sûr. Celle de Guillaume Apollinaire, vous avez, qui est enterré avec sa dernière femme, d'ailleurs Jacqueline Kolb.
Vous avez un magnifique calligramme. Vous avez des tombes aussi qui sont romantiques, qui sont tristes mais romantiques, comme Hans Bellmer et Unica Thurn. Parce que Unica Thurn s'est suicidé devant Hans Bellmer parce qu'il était paralysé. Enfin, je le sais parce qu'il y a le témoignage du kinésithérapeute d'Hans Bellmer, qui est encore vivant d'ailleurs. Et Bellmer est mort quelques années plus tard. Bon, il était vieux, il était très malade et puis il était complètement déprimé. Et sur la tombe, parce qu'on a beaucoup accusé Hans Bellmer de torturer Unica Thurn, parce que tous les deux avaient un rapport amoureux basé sur des formes de domination, ce qu'on appelle le sadomasochisme. Mais en réalité, Hans Bellmer était très amoureux d'Unica Thurn, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et il a laissé ce mot « Mon amour te suivra dans l'éternité, Hans à Unica ». On ne peut pas imaginer plus romantique. Voyez. Et donc, il y a des messages émouvants. Parfois, il y a de l'humour aussi. Et puis, parfois, il n'y a plus rien. Alors, soit que le nom ne soit même pas indiqué sur la tombe. C'est le cas du... Alors, ça n'est pas au Père-Lachaise, mais c'est dans les Yvelines. Le surréaliste, un peu fou d'ailleurs, qui est un ancien prêtre, Gengenbach, qui donc, son nom n'apparaît pas. Ou parfois, tout simplement, la concession est reprise parce qu'il n'a pas de descendants ou parce que les descendants ne s'en occupent pas. Ou alors, les tombes sont très dégradées. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas forcément les personnages les plus riches ou les plus importants qui ont les plus belles tombes. Par exemple, la tombe d'Anatole France, qui n'est pas du tout un surréaliste, mais qui est un ennemi indirect du surréalisme, puisque Breton l'a désigné comme un ennemi, il y a un pamphlet. La tombe d'Anatole France s'enfonce dans le sol, c'est une notoriété publique, alors qu'il y a des cours Anatole France, il y a un arrêt de métro Anatole France, donc ça n'a rien à voir. Mais parfois, on est très surpris. Le public aussi ne s'intéresse plus. Il y a des tombes qui ont la faveur du public, entre guillemets. Si on reprend le cas d'Anatole France, je ne dirais pas qu'il est ringardisé, mais c'est quelqu'un qu'on lit de moins en moins. De moins en moins, justement. Et qui a eu son heure de gloire, et qui aujourd'hui paraît un peu, non pas dépassé, mais qui est moins lu. Et est-ce que les gens vont aller jusqu'à Neuilly, voir la sépulture d'Anatole France? C'est toujours pareil. Mais je vous dis, parfois, alors je ne vais pas citer tous les noms, parce que s'il y a des descendants, qu'on sait qu'ils n'entretiennent pas les tombes de leurs aïeux, ça peut être gênant. Mais il y a un éditeur célèbre parisien, sa tombe est en ruine. Ou Alfred Jarry, bon lui il n'a pas de descendants, sa tombe, on ne sait même pas que c'est sa tombe. Voyez. Donc parfois il y a de bonnes surprises parce qu'il y a des opérations de rénovation. Par exemple, le peintre tchèque du grand jeu Joseph Sima, qui est mort dans les années 70, qui était en France, qui est enterré à Thiers. Il y a eu récemment, ils ont fait une tombe magnifique, c'est l'ambassadeur de Tchéquie qui est venu. La tombe du surréaliste roumain juif Hilari Vorontka, qui a eu un destin tragique d'ailleurs puisqu'il s'est suicidé. C'est pareil, il y a eu toute une opération menée par Christophe Dauphin pour rénover la tombe. Donc parfois... c'est une renaissance. Ouais, tout à fait. Même si ce qui compte, c'est surtout ce qu'ont fait les gens de leur vivant. Après, je veux dire, tout ça c'est... Alors, Étienne, vous êtes auteur, directeur de collection, critique littéraire, et vous avez un blog qui s'appelle Paysage, je crois. Je voulais savoir, quand est-ce que vous prenez le temps d'écrire? Alors, la lecture et l'écriture, on a le temps en fait. C'est-à-dire, enfin on a le temps. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le temps. Moi, je n'ai pas un emploi hyper absorbant et puis pour diverses raisons, j'arrive à dégager un peu de temps, même si parfois c'est difficile. Le blog participe de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'écris sur le blog va être repris après dans des livres et nourrit l'écriture. C'est comme un brouillon souvent. Et le blog permet aussi d'avoir des retours d'un public et donc d'encourager l'écriture. On est moins seul, parce que quand on est vraiment seul, il faut vraiment avoir la foi pour parfois terminer un livre. Alors que le blog permet Et en plus, c'est quelque chose, moi j'encourage d'ailleurs, si les gens m'écoutent, ils vont m'écouter, à ce que les auteurs débutants qui ne trouvent pas d'éditeur commencent des blogs. Parce que c'est entièrement gratuit. Et à la différence du réseau social qui est un piège, qui est très chronophage, où on peut étaler sa vie parfois, le blog demande une discipline et permet une discipline d'écriture justement. Mais vous, votre écriture à vous, vous écrivez des livres? Oui, tout à fait. Et vous avez quand même, comme vous dites, peut-être que le blog est un brouillon ou bien que ça vous permet de mettre en place, mais vous écrivez quand même de très beaux livres et je vais revenir à ces livres. Parce que justement, vous avez écrit un roman, je crois en 2013, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y a une actualité foudroyante. Et le titre est Disparaître. Alors, je vais juste un peu dire de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'un homme, agent à la poste, qui perd son emploi. Et comme il avait un appartement de fonction, il perd aussi son appartement. Et ce qui est terrible, c'est la façon dont
on lui a dit qu'il ne faisait plus l'affaire, en quelque sorte. Vous dites que Renaud Tunier, anagramme de l'auteur, vient d'être licencié de son travail à la poste de Nanterre. Tu dois comprendre que tu n'étais pas fait pour cet emploi, lui dit Madame Kraft, son chef de service. Bien sûr, les noms ne sont pas les mêmes. Tu n'es pas assez rapide ni assez organisé. Et puis, donc, on voit que cette personne se tasse au fur et à mesure. Elle reste dans l'appartement comme en attendant que quelque chose tombe. Et il y a cette scène capitale de la dégringolade sociale, parce que c'est vraiment là que ça se passe. On vient dire donc à votre personnage qu'il doit partir de l'appartement de fonction, car son remplaçant arrive le soir même. Disparaître. Pourquoi vous avez écrit disparaître? Alors, j'ai été frappé. Alors, le personnage de Renaud Tunier, bon, je ne peux pas cacher qu'on parle toujours un peu de soi, mais c'est aussi des gens que j'ai rencontrés, d'anciens étudiants, parce qu'il y a un phénomène, alors il faudra en parler avec un sociologue, mais relativement récents, ce sont des gens qui ont fait des études, alors qu'avant les études étaient quand même réservées à une élite sociale, et qui finalement, même avec des masters, avec des études longues, ne trouvent pas d'emploi ou sont des déclassés. Voyez. Et donc c'était cette idée-là. Après, j'ai eu envie de parler de l'errance autour de la ville. J'étais très, très grand lecteur de Gérard de Nerval, du Rêve, etc., même si le roman est plutôt un roman réaliste en réalité. Et donc je voulais parler de cette espèce de lente errance, voyez. Et j'avais été frappé également, alors on en revient au cimetière, j'espère que le ton n'est pas trop tragique, par la disparition tout simplement des gens, quoi. C'est-à-dire il y a des gens à Paris qui disparaissent comme ça dans la nature, pas nécessairement des SDF, mais les choses peuvent aller très rapidement. Justement, votre personnage a de la famille, il ne fait pas appel à la famille, il fait appel à personne. Il se laisse en quelque sorte absorber dans le vide. C'est un néant qui est très actuel. Mais je crains malheureusement que ça soit d'actualité parce que, effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui perdent leur emploi. Bon, enfin, c'est relativement... enfin, on ne peut pas dire que ça soit très nouveau, puisque, en fait, le chômage, ça a surtout commencé à partir des années 80. Et puis, effectivement, il y a un possible déclassement. Et la hantise du déclassement est quelque chose qui est très présent en France. Il y a eu des sondages à ce niveau-là, des sondages sérieux de la Sofres, pour démontrer que énormément de Français craignaient le déclassement, qui est une réalité et qui, finalement... et là, en fait, ce qui est... Je crois, enfin ce que j'ai essayé de rendre frappant dans le livre, c'est la rapidité même. C'est-à-dire, en fait, en quelques jours, le personnage, par une espèce de fierté absurde ou une incapacité à se remettre en cause, une sorte d'apathie totale, à se bouger, en fait, perd tout, quoi, en très vite. Alors même qu'il pourrait s'en sortir. C'est ça qui est étonnant. Justement, il se laisse absorber, j'ai cette impression. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Vous avez dit qu'aujourd'hui, les gens font des études. Autrement dit, de tous les milieux, on fait des études, on essaye d'arriver à quelque chose. Et quand on a ce déclassement, il est tellement brutal qu'on ne sait vraiment plus où on est. Oui, on ne fait appel à personne. Et qu'est-ce qui s'altère en premier, d'après votre expérience de ce roman ou autre, chez les personnes qui n'ont plus de repères? Comment on devient invisible en quelque sorte? Comment on se rend invisible? Quels sont les repères? Qu'est-ce qui se perd en premier? Moi, j'avais été frappé par un documentaire sur la disparition d'un jeune homme de bonne famille, d'ailleurs parisien dans les années 70, qui s'était perdu en Inde et qu'on n'a jamais retrouvé. Alors, il y a quelqu'un qui est intervenu des années plus tard, une camarade de lycée, qui dit l'avoir croisé en Inde et qui était à la recherche d'opiacés. Donc, on peut imaginer qu'il était ruiné, qu'il voulait vendre une montre pour avoir de la drogue. Donc, on peut imaginer qu'en Inde, qui est un pays quand même dur, avec beaucoup de misère, on puisse disparaître facilement. Je ne pense pas que les autorités, surtout à l'époque, faisaient attention à des hippies. Mais ici, aujourd'hui, on disparaît. C'est-à-dire qu'on disparaît d'un champ visuel, d'une vie. Par exemple, votre personnage, il disparaît au fur et à mesure. Je pense que c'est un inadapté qui, finalement... non pas baisse la garde, mais oui, il baisse la garde, mais il n'a plus les capacités ni l'envie, en fait. Il y a quelque chose chez lui d'un peu suicidaire, inconscient, mais c'est le cas, en fait, de beaucoup de SDF. Beaucoup ont perdu leur emploi. Moi, j'avais été très marqué par un récit qui s'appelle Le Cachalot, qui est un récit autobiographique d'un ancien prof d'allemand qui est devenu un clochard alcoolique, qui en parle dans son autobiographie. On lui a offert un poste dans une librairie ou dans une bibliothèque, quelque chose de pas trop dur d'ailleurs, un logement, il retournait tout le temps à la rue. Alors les efforts des éditeurs ne servaient à rien, parce qu'il y avait inconsciemment une volonté d'échec, ou une non-volonté de réussite. Enfin, dans les deux cas, le personnage de Renaud pourrait s'en sortir.
mais il a baissé la garde, il y a une volonté de non-vie, une sorte d'abouli, contre laquelle il ne peut rien. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il lutte vaguement, mais en fait, il ne lutte pas réellement. Vous voyez. Oui, et à la fin, au moment où il comprend enfin que c'est trop tard, c'est-à-dire, il y a un réveil, mais le piège s'est refermé. Donc, en fait, il y a un point de non-retour qui a été franchi. Voilà. Étienne, vous êtes éditeur, vous êtes directeur de collection, donc chez Unicité, je crois, aux éditions Unicité. Dans votre métier, Oui. vous avez parfois, vous êtes en contact avec des personnes qui viennent un peu comme au SAMU pour mettre leur manuscrit, et quand même il y a des critères en fonction bien sûr de beaucoup de choses. Comment ça se passe? Comment un éditeur, un directeur de collection aujourd'hui fait face à tant de demandes et en même temps sur quoi il se base pour faire un choix? Alors, c'est très compliqué Oui. parce que je n'aime pas blesser les gens. Oui. Et Julien Boutreux, mon ami Julien Boutreux, m'a dit quelque chose de vrai une fois. Un éditeur doit accepter d'être détesté. Oui. Et on voit bien que certaines personnes ont mis leur âme dans les manuscrits. Oui. Moi, je réponds que c'est moi qui sélectionne les manuscrits. Et je ne publie que 3-4 livres par an. Donc, les gens ne m'envoient pas de manuscrits parce que je me suis rendu en quelque sorte inaccessible. C'est pareil pour les critiques littéraires. Alors, il peut y avoir en plus une sorte d'ingratitude de la part des auteurs, c'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous faites. Oui, il faut parler de mon livre de façon un peu impérieuse, comme si c'était un dû, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien qu'une critique, c'est un travail. Donc, par rapport au manuscrit, c'est moi qui sélectionne, et comme la bourse Sarane Alexandriane est dédiée au surréalisme, j'ai quand même quelques critères précis. Alors, au début, la collection était orientée essentiellement vers le surréalisme. Il y a toujours une composante surréaliste dans la collection, c'est-à-dire que au moins, dans les 3-4 livres que je publie chaque année, il faut au moins, je me suis fixé cet objectif, qu'il y ait un livre qui a un lien avec le surréalisme. Soit que l'auteur soit un surréaliste pratiquant, si j'ose dire, soit qu'on me parle du surréalisme. Là, par exemple, en 2023, je vais publier, a priori, Bruno Jeunesse qui va nous parler d'André Breton. Oui. Mais j'ai ouvert, en fait, à autre chose. Enfin, j'ai ouvert... par exemple, Paul Vécaille n'est pas un surréaliste. Oui, on va en parler voilà. tout à l'heure. Pierre Cormary n'est pas un surréaliste. Voilà. Parce que, alors, j'en profite. C'est difficile de dire non. Ah oui, très difficile et pénible. Mais c'est une nécessité. Bien sûr. Voilà. Parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'il faut savoir faire. Et là, mais je vous dis, Jeanne, j'ai réussi à me protéger en sorte que je ne sois pas trop exposé en disant les règles, voilà. Qu'est-ce que vous recevez. Voilà, et j'essaye également de conseiller aux auteurs d'essayer telle autre maison en consultant les maisons d'édition pour ne pas leur imposer en plus. Bien sûr. Et puis j'ai prévenu mes contacts, s'il vous plaît, ne dites pas de venir vers moi parce qu'après il faut lire le manuscrit. Ça implique du temps, ça implique un refus. Donc évidemment... si c'est pas dans la ligne éditoriale, voilà, tout à fait. Alors, vous avez également écrit des fables chez Raphaël de Surtis. Oui. Ce sont des fables douces amères. Alors, j'ai lu une critique commentaire sur ces fables, sur Babellieu. La personne écrit « La réalité de ces fables peut aussi être tendre et optimiste, lorsque le crapaud devient libellule, que les dodos réapparaissent ou que des lions se font animaux sociables. Une doucereuse amertume semble cependant habiter ce recueil, sans jamais que le ton ne devienne trop grave, gardant la fraîcheur du regard d'un naturaliste poète, tout en constatant la déliquescence de cette nature. » On retrouve ça dans vos fables? Alors, dans une des illuminations, je ne me rappelle plus laquelle, j'avoue, non, c'est Parade. Arthur Rimbaud déclare « J'ai seul la clé de cette parade sauvage ». Et moi, je n'ai pas la clé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce sont des productions de mon inconscient. Et j'aimerais bien même si je peux me méfier des lacaniens, j'aimerais bien qu'un psychanalyste me dise en fait quelque chose, voire pose un diagnostic. Parce que je n'ai pas la clé, en fait. Ce sont des images qui me sont venues, des fantasmes. Mais, et en fait, c'est comme si j'étais une caisse, non pas une... Vous écrivez votre main est guidée? Ouais, un petit peu. Bon, après, il y a tout un travail stylistique. Hein. Mais parfois, telle ou telle fable est née d'une vision, d'une vidéo sur YouTube, d'un souvenir de lecture.
d'une scène, d'un jeu vidéo, enfin, vraiment, ou même de films divers comme Alien. Par exemple, Alien est un film d'ailleurs terrible sur les extraterrestres, où les extraterrestres sont fondamentalement antipathiques et dangereux. Donc voilà, il y a plusieurs sources, peut-être la lecture de Lautréamont et d'Henri Michaud également, Oui. mais moi-même, je n'ai pas la clé, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est... Alors, toujours les animaux, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Animaux, le Oui. dernier paru, je crois. Et vous partez de différentes petites bestioles et elles prennent vie et poésie, parce que j'ai lu. C'est vraiment très poétique. Et en même temps, quand on lit, on oublie même, les bestioles sont des êtres, et on oublie. Et donc, ce livre Animaux, vous l'avez envoyé à un de vos amis qui est instituteur, qui s'appelle Gaël, je crois. Oui, oui. Et il a fait le même exercice avec des enfants. Alors, je vais lire un passage, Les dauphins. C'est une petite fille, je crois. De quelle classe? Alors, c'était des 6e, 5e, dans mon souvenir. Alors, je vais lire parce que vraiment, c'est incroyable. Donc, les dauphins. Les dauphins, énormes oiseaux de la mer, de la couleur des dauphins. Proches des côtes, ils ne s'éloignent jamais. Vivent sur des fonds peu profonds. Leur respiration nécessite l'air du ciel. Souvent recherchés par les hommes, parce que ce sont d'efficaces balayeurs des mers, ils peuvent engloutir tous les déchets, débris laissés par les hommes. Mais ils peuvent aussi les avaler, lorsque ces derniers s'aventurent trop près d'eux. Et c'est une petite Rachel qui a écrit ça. Et on a l'impression que c'est comme si c'était des humains qui ont des réflexes, à la fois ils font le job, ils font ce qu'il faut, etc. Et quand on vient trop près d'eux, ils se défendent. Vous avez beaucoup aimé ce que les enfants Oui, ont beaucoup. écrit. Puis j'ai été ému, évidemment, parce que le fait que ça parle à des enfants, c'est le guitariste du groupe Radiohead qui a déclaré qu'on lui avait demandé quel serait votre plus grand rêve en tant que musicien. Ça serait qu'on retrouve une de nos mélodies dans un jouet pour enfants. Parce que ça serait le signe que c'est devenu tellement populaire et tellement accessible. Vous voyez, les gens, par exemple, connaissent Beethoven sans savoir que sans nécessairement savoir que c'est Beethoven, mais ils reconnaissent des airs. Et là, le fait que des enfants rentrent dedans, évidemment, pour moi, c'est considérable. Vous voyez, c'est ce que j'attendais d'ailleurs, c'est-à-dire que la poésie soit relativement lisible. Mais il y a des passages très beaux parce que au lieu de lire les vôtres, je lis ceux des enfants parce que vraiment l'écho est extraordinaire. Il y a une autre petite fille qui s'appelle, une adolescente, Leïla, qui a écrit Les Lucioles. Et quand on lit Les Lucioles, c'est vraiment à la fois philosophique et poétique. Les Lucioles, grands insectes à l'abdomen transparent, le reste du corps noir. Quand les Lucioles meurent, leur corps disparaît tel un souffle. La seule chose qui demeure est un petit cœur scintillant de la couleur de la lune. La tradition oblige les hommes à offrir ce cœur à leur enfant le jour de son départ. Ainsi, chaque habitant de la vallée sombre possède un petit cœur de luciole. On l'accroche à la porte de sa maison pour souhaiter la bienvenue aux voyageurs. C'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est touchant, oui, bien sûr. Puis il y a justement, il y a le côté naïf. Il y a une spontanéité évidemment et je pense qu'il se perd un peu avec l'âge d'ailleurs parce que d'ailleurs on voit bien que au lycée on ne vous demande plus vraiment de textes créatifs, ce sont des dissertations, des commentaires, etc. Alors que l'enfant a encore cette spontanéité un peu artistique qui lui permet de peut-être encore non dominé par la raison. Moi, il faudrait demander à des psychologues, je n'ai pas les connaissances dans ce domaine, mais qui lui permet d'exprimer des choses naïves précisément. Et c'est un peu ce que je voulais retrouver avec ces textes, moi-même. Oui, je sais. Donc oui, c'est très émouvant, évidemment. Pour moi, c'est très émouvant. Et pourquoi vous vous intéressez aux bestioles, aux animaux? Alors, bon, quand j'ai toujours regardé tout simplement des documentaires animaliers, je suis abonné à des chaînes animalières d'ailleurs. Bon, enfin, ça peut paraître un peu banal parce que la plupart des gamins rêvent d'être vétérinaires, ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Il fallait que j'exprime un certain nombre de choses, peut-être d'angoisse ou de sentiments, et l'animal était finalement
le réceptacle de tout cela. Et souvent, mais encore une fois, c'est une humanisation de l'animal. Oui, parce qu'on ne sait pas, parfois on a l'impression... Il n'existe pas parfois cet animal. Oui, oui. C'est l'œuvre de votre imagination. Bien sûr, mais les animaux n'existent pas. C'est-à-dire, j'ai créé des espèces. Oui, justement. Alors, sait-on jamais, puisque, paraît-il, il y a d'autres... il y a quantité d'exoplanètes, comme Proxima Centauri, peut-être que ces animaux existent réellement dans un autre système. Mais sur Terre, a priori, ils n'existent pas. Encore que on sait désormais qu'on ne connaît pas toutes les espèces dans les océans. C'est-à-dire, on découvre à chaque fois de nouvelles espèces, y compris sur Terre. Vous avez cette étrangeté, c'est un mot positif, cette étrangeté d'être toujours dans ce qui existe et qui n'existe pas, ce qui disparaît et qui ne disparaît pas. Par exemple, votre livre Disparaître, c'est un personnage qui tout doucement est absorbé. Celui qui est fi. Celui qui est fi. Vos livres sur votre projet sur le Père Lachaise, c'est des tombes, mais pas spécialement les plus connus. Vous allez aussi vers ce qui disparaît et qui ne disparaît pas. Vos animaux ici, ce sont des animaux qui parfois n'existent pas, en espérant qu'ils existent. Vous avez ce côté étrange. Vous aimez ça, cette étrangeté? Oui, bien sûr. Alors c'est peut-être le surréalisme qui justement doit provoquer un trouble. Et puis, par rapport à je reviens à la question de la disparition, je crois que je suis assez marqué, peut-être attristé par les disparitions. Enfin, pas seulement la mort, mais même la disparition de la mémoire, c'est-à-dire les civilisations qui se sont écroulées. Je crois que le livre le plus triste, un des livres les plus tristes que j'ai lus, c'est sur le déclin de Rome, par Michel de Gégère. Parce que comment une civilisation aussi brillante, écrasante aussi, toutes les civilisations antiques sont extrêmement violentes, que ce soit les Romains, les Gaulois étaient très brutaux, même les Grecs, dont on a une image très, de philosophe grec, mais c'est d'abord une civilisation guerrière. Les Perses, c'est la même chose, c'est de la domination. Donc, mais je suis angoissé justement par cette disparition des choses et par le fait que des gens qui aient peut-être produit des livres intéressants ou des choses intéressantes soient complètement zappés avec le temps. Mais c'est le lot commun en fait. Si on prend les musées, il reste très peu de choses. Vous êtes proche du Louvre. Oui, tout à fait. Le Louvre, qu'est-ce que c'est pour vous justement? Ce qui disparaît, ce qui reste, ces gens qui viennent, le Louvre. Qu'est-ce que le Louvre? Alors, le Louvre actuellement est dans une phase, on est passé, le tourisme aujourd'hui est démocratisé. Alors qu'avant, il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas visiter les musées, c'était réservé à une élite. Au XIXe siècle, peu de temps après l'ouverture du Louvre, donc puisque ça a été ouvert au moment de la Révolution française, et ça n'était pas du tout la même organisation, il n'y avait que l'aile de nom qui était ouverte. Après, ils ont mis des gardiens qui étaient souvent d'anciens militaires, etc. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi? Déjà une mémoire, un lieu de sensibilité, un lieu qui peut être agréable aussi. Je ne parle pas des salles qui sont très fréquentées comme celle de la Joconde, etc., où il peut y avoir aussi des comportements un peu déplacés. Mais ça fait partie du jeu, c'est-à-dire la France est devenue un pays touristique, donc il faut accepter... c'est bien aussi d'ouvrir tout ça. Tout à fait, je suis d'accord. Mais ça suppose parfois des comportements un peu inadaptés parce qu'il n'y a pas forcément la culture des musées. En Italie, vous avez une culture du musée, en France, etc. On a la culture de la photo parfois dans un musée sans arrêt. Bon, ça c'est délirant. Qui comprend d'ailleurs réellement ce qu'est la Joconde? Qui rentre vraiment dans la Joconde? Qui est sensible à la Joconde? C'est difficile, vous voyez. Et vous-même, quand vous êtes, parce que vous avez parlé de cette disparition de la mémoire, quand vous êtes au Louvre, vous avez comme ça des instants où vous vous dites c'est extraordinaire ce qu'il y a ici et ce qu'on regarde et peut-être qui a disparu de la tête des visiteurs. Disons, les civilisations qui sont exposées, je reviens à la civilisation, au Louvre, sont des civilisations disparues. En réalité, quelqu'un me disait que le musée c'était un peu un cimetière, et ça n'est pas tout à fait faux. Mais ça permet quand même de maintenir un lien, malgré tout. Qui nous dit, alors j'espère que notre civilisation se maintiendra le plus longtemps possible, qui nous dit ce que nous deviendrons, ce qu'il adviendra dans 200, 300, 400 ans. Vous voyez, les rapports de force sont complètement... Ce qui frappe aussi, c'est, justement, je reviens toujours aux civilisations, certaines civilisations qui ont été extrêmement puissantes et en apparence brillantes, comme la Grèce,
ont dégringolé en quelque sorte et aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir. Ou la Mésopotamie, qui est l'Irak actuel, qui voyez. Donc il y a une tristesse aussi de voir le... Il y a des pays aussi, comme on parlait de la Mésopotamie, ce sont des pays où les guerres, les événements actuels font qu'on ne voit plus que les guerres. On ne se rappelle pas que la Mésopotamie est quand même un grand berceau de Bien sûr. Et les peuples actuels, parfois, ne comprennent pas, longtemps n'ont pas compris. Par exemple, je crois que l'Égypte, ce sont en fait les Européens qui ont redécouvert. Parce que les Égyptiens de l'époque, du 19e siècle, ne savaient pas à quoi ça correspond. Je crois que le Cambodge, c'est pareil, c'est-à-dire les Khmers ne savaient plus ce qu'était l'Angkar, etc. Donc en fait, oui... Et la misère, je pense, la guerre, tout ça. Oui, bien sûr. Ça mange la mémoire, quelque part. Voilà, ça mange les pierres, même. Puis le temps a fait son œuvre, et il y a quelque chose qui disparaît, évidemment. Oui. Et là, le Louvre est un lieu de conservation, mais qui lui-même est fragile. Tout est fragile finalement, c'est-à-dire donc il y a ce sentiment de passage, mais aussi un peu de mélancolie, c'est-à-dire de crainte de une forme de disparition. Oui. Alors, je reviens aussi sur quelque chose qui nous a tous touchés, la mort de Paul Vecchiali. Je reviens sur la mort de Paul Vecchiali. Alors, vous dites que sa disparition vous a beaucoup ému. Oui. Parce que votre relation avec Paul, en réalité, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et vous avez demandé à le voir, et c'est vrai qu'il était malade, fatigué, etc. Mais il vous a proposé de venir. Et vous avez trouvé chez cet homme extraordinaire, parce que c'est un grand cinéaste, Paul Vecchiali, cette ouverture. Et Paul Vecchiali, racontez-nous Paul Vecchiali pour vous. Alors, quand j'étais étudiant donc, à la faculté de lettres de Poitiers, on avait des modules sur le cinéma. Oui. Et donc je me suis intéressé à Paul Vecchiali. Et par la suite, j'ai vu Nuit blanche sur la jetée, qui est adaptée d'ailleurs de Dostoïevski, qui est la continuité d'ailleurs du film de Bresson, Les 4 nuits d'un rêveur. Et j'avais une image extrêmement... j'étais très impressionné par Paul Vecchiali, vous voyez, parce que c'était un monument. Déjà à l'époque, puisque j'ai vérifié, ce film Nuit blanche sur la jetée est sorti en 2004. Et déjà, je me disais, c'est extraordinaire à cet âge-là, de continuer à produire des films. Vous voyez, moi, je sais pas, à plus de 80 ans, si j'aurais l'énergie, ou même si je serai encore de ce monde, le plus tard possible, j'espère, enfin. J'étais impressionné par cette capacité à se renouveler avec très peu de moyens, parce qu'en fait, Paul Vecchiali se battait un peu. On voit bien que ces derniers films, d'ailleurs, sont faits quasiment à la maison. À la maison. Ouais, dans son, ou voire dans les villes autour de chez lui, puisqu'il habitait dans le Vaucluse, etc. Il demandait à ses acteurs d'intégrer dans ce qu'ils devaient dire, le bruit extérieur. Par exemple, si une ambulance passait, si un avion passait, il fallait que l'acteur ait la présence d'esprit d'intégrer ça. Parce que justement, il tournait avec... Rien du tout. Et donc, enfin, alors, de la même façon, ça m'a surpris de le voir sur le réseau social, parce que, je vous dis, moi, je l'ai croisé, il avait déjà 89-90 ans. Bon, là, il est décédé à 92 ans, ce qui est un âge tout à fait honorable. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, son parcours de vie est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est un départ, mais c'est un départ dans la beauté, quoi. Voilà. Et donc, j'étais surpris de le voir sur Facebook. Parce qu'on a toujours le cliché, personnes âgées ne vont pas sur... ce qui est parfois faux, d'ailleurs. Tout simplement, ces gens célèbres ne viennent pas. Voilà, ils font tenir leur page par quelqu'un d'autre. Puis surtout d'un certain âge. Là, je le croise. Alors, au début, je pensais que c'était un pseudo, que c'était une autre personne. Et puis, je l'aborde et j'allais un peu, entre guillemets, à la pêche. C'est-à-dire, je disais, je vais lui proposer de le publier, mais il va dire non. Voyez, et puis contre toute attente, ah oui, bien sûr, donc j'étais très surpris. Et puis à partir de là, on a un peu échangé. Alors, je l'ai très peu connu finalement, mais c'était, j'avais l'impression d'être face à un monument. Donc il y avait une émotion quand même. Voyez, vous disiez, je rêvais de rencontrer Paul Vecchiali. Oui, tout à fait. Et vous avez le livre. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, je vous le présenter. On va prendre une photo tout à l'heure. Voilà, c'est très émouvant. Je suis donc très émue. on voit son visage. Oui. D'ailleurs, un homme assez élégant, hein, je veux dire, qui était issu d'un bon milieu. Hein. D'ailleurs, il revient sur son parcours de vie dans un film comme En haut des marches,
parcours qui est assez douloureux, hein, parce que bon, il faut voir le film sur son histoire familiale. Bien sûr, son épouse aussi, je crois, il y avait un accident Oui, sur oui. l'île Rousse, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et sa sœur est décédée dans les années 80. Oui. Elle joue dans le film de Pasolini, Salo, qui est assez éprouvant d'ailleurs. Elle joue le rôle de la pianiste claveciniste qui se jette par la fenêtre à un moment parce qu'elle peut plus supporter autant de brutalité, ce qui est normal. Donc oui, cette rencontre avec Paul Vecchiali, inespérée, inattendue. Et Paul, en fait... Vous avez fait un selfie même avec lui. Oui, tout à fait. Mais alors j'hésitais à le poster parce que Paul était déjà très malade. Oui, il avait eu les poumons abîmés par la Covid et il avait un respirateur et bon, il était très diminué, mais ça ne le gênait pas. Ça ne le gênait pas. Voilà. Donc un grand moment évidemment. Étienne, vous avez une vie trépidante. Quand je dis trépidante, c'est par tout ce que vous faites à la fois. C'est pas du tout. Oui. Voilà. À la fois, vous avez le côté alimentaire nécessaire et vous avez l'enthousiasme. Parce que vous avez l'air calme comme ça, mais vous êtes quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. On a l'impression que vous pouvez soulever des montagnes. Alors, comment faites-vous? Alors, le travail alimentaire, bon, j'essaye de m'acquitter de mes tâches avec sérieux, mais vous avez tout dit par l'adjectif alimentaire. Bon, oui. Même si donc j'essaye d'avoir ces plusieurs vies. Alors, il faut savoir que le blog, on a parlé du blog, ça n'est pas si chronophage que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rythme. Il faut, moi, ce que je fais, c'est qu'aux alentours du 29, 30, je sais déjà quelle rubrique, il y a des rubriques régulières. Je programme quasiment tout à l'avance. Et donc déjà, bon, ensuite, pour ce qui touche à la collection, je suis directeur de collection, je ne suis pas l'éditeur. Oui, donc il y a des impératifs matériels, des corrections à faire, mais ça n'est pas... En fait, c'est un rythme à prendre. Et puis surtout, j'aime ça, si vous voulez. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression de me forcer. Bon, parfois, ça m'arrive de lire des livres assez ardus, notamment sur le surréalisme, etc. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment un travail. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça me plaît et que je le fais sans souffrir. Oui. Je connais certains de vos amis, on ne va pas les nommer, qui vous aiment beaucoup, et c'est normal. Mais vous, est-ce que vous êtes votre propre ami? Ça, c'est une question difficile. Est-ce qu'on s'aime vraiment? C'est difficile. Sans s'aimer, est-ce que vous êtes votre propre ami? Ça veut dire que qu'est-ce que vous direz de Étienne Druot? Est-ce que vous êtes votre propre ami? Quand vous pensez à vous-même, vous vous dites, bon, c'est pas trop mal, ça va. Ah ben, j'aurais aimé plus, parce que j'ai toujours eu une ambition littéraire. Enfin, mon rêve, c'était d'être auteur ou cinéaste quand j'étais adolescent. Vous aimez le cinéma. Ouais, beaucoup. Ouais. Bon, la musique, j'aime la musique, mais je n'ai pas d'oreille, donc je peux pas. Et puis c'est un autre domaine. J'aimerais aller avoir plus, en fait. C'est-à-dire... mais je suis déjà satisfait de ce que j'ai. C'est-à-dire, je suis déjà satisfait de pouvoir écrire, d'être publié, etc. Mais on condamne beaucoup l'ambition comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de... Alors qu'en réalité, c'est quand même le moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis contre cette vision. Bon, j'ai beaucoup lu Nietzsche. Après, là, c'était une révélation quand j'avais 18 ans. Et Nietzsche, qu'on peut critiquer, parce qu'évidemment, ça n'est pas un démocrate. Je crois que le Domenico Losurdo a dit beaucoup sur Nietzsche, en montrant qu'il avait une vision qui était complètement anti-républicaine, qui était inégalitaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un éloge de la volonté, et un éloge aussi de l'énergie positive. Enfin, énergie positive, c'est un terme qui fait un peu sectaire, mais ce que je veux dire, c'est que... Et moi, ça m'a beaucoup marqué, en fait. Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faudrait nécessairement se réfréner. J'aime bien, même si je n'ai pas cette extraversion-là, j'aime bien des parcours de vie de gens qui... Bon, alors on pourrait beaucoup critiquer Gérard Depardieu, mais le fait qu'il vienne du peuple, etc., qu'il ait réussi à créer quelque chose à partir de rien, me fascine. Vous voyez, ne pas s'arrêter simplement à ce qu'on a... Moi, j'estime que c'est un de nos plus grands acteurs, Gérard Depardieu. Je suis contre. Je sais qu'en France, beaucoup de gens, en France ou ailleurs, ont un problème avec l'ambition, comme quelque chose de coupable, de forcément d'arriviste, d'écraser les autres. Ça n'est pas forcément le cas. Moi, je pense qu'au contraire, vous voyez, c'est quelque chose de positif. Nous avons l'habitude, dans l'Escale de Jeanne, de jouer à un jeu de ping-pong. Je vous donne un mot, vous en donnez un autre. Le temps. L'espace. Le rêve. Le réel. L'altérité. L'individualisme. Le surréalisme.
la dure réalité du quotidien. Amélie Nothomb. Dur. La Belgique ou le Japon. Je parlerai tout à l'heure de la préface Oui. de Amélie Nothomb. Alors, il y a aussi, parfois, vous avez dû regarder les vidéos, probablement aussi, comme tout le monde, une chanson ou une part de lecture. Qu'est-ce que vous choisirez aujourd'hui? Vous voulez chanter? Alors je chante très très mal. J'ai parlé de Léo Ferré, bon c'est déjà ancien, ça m'a beaucoup marqué. Voilà, mais je me sens vraiment incapable, je suis paralysé en fait parce que je chante mal. Alors vous allez nous lire quelque chose? Oui, je veux bien sûr. Alors je vais lire le début de Disparaître, tiens voilà. Très bien. Voilà, quand le personnage donc se fait licencier de la poste. Aujourd'hui, je me suis fait virer. Ça s'est passé très vite. Vers 11h30, je gare la fourgonnette dans le cours du centre et monte les marches du local de tri. Madame Kraft est en haut, les bras croisés, cigarette aux lèvres, l'air pincé. Masquée par des lunettes de vue bleutée, ses yeux marrons crachent un certain mépris ou, du moins, une totale absence d'aménité, de compassion. Elle me toise. « Renaud, j'ai à te parler. Là, maintenant ? Ah oui, tu me suis. » Le ton est sec, détaché, je sais ce qui m'attend. Nous traversons en silence le local vide, vaste salle dallée de carrelage jaune, avec de grands murs clairs. Francine, une petite femme de ménage aux cheveux blancs, passe un coup de chiffon sur les armoires grises utilisées pour le tri du courrier, sur les tables servant à classer les colis. Des caisses oranges emplies de lettres traînent un peu partout. Tombés des larges carreaux en verre dépoli, une lumière terne baigne l'ensemble. Madame Kraft et moi pénétrons dans une salle de taille moyenne, désordonnée, dépourvue de fenêtres. Sans attention pour les différents classeurs négligemment posés sur les étagères métalliques, sur le bureau encombré de fiches administratives, nous nous asseyons l'un en face de l'autre, elle à la place du patron, dans le fauteuil à roulettes en simili-cuir, moi sur la chaise en plastique noir. Je contemple quelques secondes le calendrier de l'entreprise accroché au mur, frappé du fameux sigle. La page du mois de janvier est ornée d'une photo de la brèche de Roland enneigée, étincelante sous le soleil, si loin de la banlieue parisienne. La Poste fait généralement bien les choses. À nouveau, la chef de service me toise, son regard est toujours aussi dédaigneux, désagréable. Mais cette fois, je le soutiens, ce qui semble la décontenancer. Bon, j'imagine que tu sais pourquoi t'es là. Non, mais vous allez me le dire. Mot amer, Madame Kraft a raté son effet. J'arrête là, parce que c'est difficile, je pense. C'est le début du roman. J'ai essayé de faire plutôt une bonne accroche. Bon, en m'inspirant un peu de Camus, hein. Aujourd'hui, maman est morte, aujourd'hui, je me suis fait virer. C'était l'idée, c'est toujours difficile d'écrire l'incipit d'ailleurs. Aujourd'hui, je me suis fait virer, je plaffe. Voilà. Directement, le personnage, c'est déjà, ça commence mal, quoi. On a raté la marche, en fait. Donc, voilà, c'était l'idée. On passe après Disparaître, ce que vous avez lu, qui est assez fort, à quelque chose qui est un peu peut-être plus drôle. Vous semblez, enfin, je ne vous connais pas beaucoup, mais je dirais que vous avez l'air sérieux. Vous semblez ne jamais rire. Quelle anecdote fait rire Étienne Ruot? Est-ce que vous pouvez me raconter une anecdote? Alors, c'est un peu absurde, mais bon, allons-y. Quand j'étais au lycée, on avait un professeur d'allemand qui était extrêmement rigide. Alors là aussi, ça paraît un peu cliché parce qu'on associe l'Allemagne, la Germanie à quelque chose d'assez froid, d'assez dur. En plus, il y a eu ce qui n'est pas vrai toujours. Voilà. Oui, voilà. En plus, il y a eu la Deuxième Guerre, donc forcément. Et en fait, c'est toujours quand on a les profs les plus durs qu'on a des fous rires. Oui. C'est-à-dire parce qu'il y a une ambiance un peu mortifère. Et alors c'est vraiment absurde. C'est pas grave. Mais non, justement. Ça vous fait rire, c'est formidable. Mais non, mais en fait, le prof nous a expliqué, parce qu'à l'époque, il nous frappait. Je veux dire, aujourd'hui, il y aurait 15 000 procès, pourtant je ne suis pas si vieux. Mais... Et donc, il nous a appris le mot gratulieren, qui veut dire congratuler, en fait. Oui. Et comme ça ressemble à gratter, il y a un des élèves qui s'est mis à éclater de rire. Donc évidemment, le prof s'est énervé parce que lui ne rigolait pas du tout et s'est mis sur ce malheureux qui portait un nom composé d'ailleurs comme Pierre-Emmanuel, Pierre-Antoine ou Charles-Édouard. Et du coup, tout le monde rigolait parce qu'on n'arrivait pas à s'arrêter, vous voyez. Parce que d'un coup, toute son autorité, donc il était évidemment furieux. On a une punition collective. Et voilà, mais en fait, souvent, moi, ce qui me fait rire, c'est des situations de décalage, quoi. C'est-à-dire des gens, justement, qui sont sérieux, puis il arrive un truc incongru, quoi.
Je me rappelle aussi à Poitiers, on faisait un peu la fête, etc. Et il y avait un jeune, ce qu'on appelle les punks à chiens, type un peu marginaux qui traînent dans la rue. Le maire de Poitiers qui est passé. Et le jeune, il est passé devant le jeune, et le jeune lui a demandé t'as pas du bédo, enfin ça veut dire t'as pas du shit à vendre. Et le maire est resté très sérieux, il est passé, il l'a regardé, mais vraiment avec une froideur, un mépris. Pas forcément un mépris, mais il n'a pas réagi. En fait, la scène était complètement... surréaliste. Ouais, c'est ça, parce que le maire était là avec une démarche assez, pas martiale, mais assez sérieuse, et on s'y attendait pas à ce que l'autre lui pose une question aussi débile. Vous voyez, c'était de la provocation, mais c'était drôle sur le coup. Et vous aimez ces situations décalées qui vous font rire. Oui. Ah bah, mais souvent, en fait... On voit bien que les comiques dans les salles ont du mal à faire rire parce que justement, le rire, je pense que c'est l'inattendu. C'est des situations complètement improbables en fait, qui sont drôles, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Cet après-midi, en fin de journée, vous avez la dédicace du livre sur Aurora Cornu. Donc, et c'est Amélie Nothomb qui a fait la préface. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, racontez-nous brièvement ce livre. Alors, l'auteur déjà, le livre, bon. Alors, Pierre Cormary, il est agent d'accueil au musée d'Orsay, et c'est quelqu'un qui a beaucoup produit d'articles sur les blogs, parfois qui s'est fait des ennemis, mais qui aime la cogne, qui aime bien, et donc qui a une certaine célébrité. Bon. Et on s'est rencontrés, on a sympathisé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as jamais publié de livre finalement? Parce que Pierre est né en 1970, donc il a un peu plus de 50 ans. Et je me disais, quand même, c'est étrange d'écrire autant. Et je regardais son nom à la BNF, je ne voyais aucun livre apparaître. Il m'a dit qu'il avait un manuscrit donc, qui était consacré à une actrice roumaine, qui est, tout à fait, qui est décédée en 2021, qui était âgée, qui a 89 ans, et qui joue un petit rôle dans un film de Rohmer, Le genou de Claire, qui joue le rôle d'une romancière, donc qui est un peu une dame matrone, une dame... non pas autoritaire, mais un peu forte, une femme forte, disons, avec un caractère, même physiquement, un peu, non pas massive, mais assez, pas du tout fluette, et qui incarne une forme de, non pas de dureté, mais d'autorité. Et il m'a dit, écoute, j'ai écrit ce texte, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc je l'ai lu, le manuscrit était énorme, et j'ai dit, c'est intéressant, parce que c'est très bien écrit, mais il faut beaucoup débroussailler. Donc on a fait un énorme travail ensemble, Pierre étant très agréable d'ailleurs, c'est-à-dire acceptant tout ce que je lui disais, ou ne l'acceptant pas, mais il y avait discussion, parce que parfois avec les auteurs c'est difficile, n'est-ce pas? Et donc on a beaucoup travaillé le texte, et on a vraiment... Et donc on l'a publié, c'est un texte qui est assez long, qui fait quand même presque 400 pages, avec des photos d'Aurora Cornu, qui est un récit autobiographique, ce n'est pas vraiment une biographie d'Aurora Cornu. Oui. Et ce qui a déçu un peu les éditeurs, qui beaucoup ont refusé parfois avec des arguments, c'est l'absence de relations charnelles, sexuelles, donc entre Aurora Cornu et Pierre Cormary. Sachant que Aurora Cornu est beaucoup plus âgée que lui. Enfin bon, somme toute, c'est possible. Non, il n'y a pas de relation parce que c'est une femme qui est un peu idéalisée. Donc en réalité, il n'y a pas de possibilité de rapport amoureux direct. C'est à la fois un peu une sorte de mère, d'inspiratrice, de muse, un peu comme chez Nerval, on parlait de Nerval, justement, il y a ces espèces de femmes idéales comme ça. Donc c'est une thématique qui est intéressante parce que c'est peu abordé, justement, cet aspect volontairement platonique. Et c'est ce qu'a aimé Amélie Nothomb pour faire la préface? Oui, alors tout à fait. Pierre connaît beaucoup de gens, certains prestigieux, et il connaît Amélie Nothomb. Et donc je me suis dit, de manière... Parce que l'édition, ça n'est pas pur, il faut attirer le public. Donc je me suis dit, une préface même courte d'Amélie Nothomb, les gens vont se dire, ah bah tiens, Amélie Nothomb. Il y a un bandeau déjà sur les... Voilà, tout à fait. Mais tout ça est soigneusement assumé, calculé. Bien sûr. Bon, la préface est très courte d'ailleurs. C'est bien aussi qu'il y ait les passeurs aussi. Oui, voilà. Les auteurs connus sont des passeurs aussi pour les autres. Et puis l'éditeur a besoin de vendre aussi, c'est comme ça. C'est normal, il y a une réalité économique. Alors, moi en venant... Hélas, le temps est court, on va être obligé de nous arrêter. J'étais un peu inquiète en venant à cette escale, parce que j'avais dû la décaler 2 fois, je crois. Oui. Et je craignais de vous blesser quand je vous avais appelé. Et j'ai découvert à ce moment votre grande générosité. Vous me consoliez presque avec bienveillance du fait que je ne pouvais pas venir. Vous me dites, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et je me suis souvenue du texte de Inès, une des petites élèves, qui, elle,
a écrit sur les fourmis, toujours dans ce livre Animaux chez Gaël, l'instituteur. Et elle dit, parfois certains venaient déposer de la nourriture sur l'herbe, dans le calme pour les fourmis, mais aussi pour eux. Et j'ai loin de l'agitation. Et j'ai l'impression que vous êtes de ceux qui savent déposer pour l'autre un peu de ce bien-être pour qu'ils aillent bien, loin de l'agitation. Et personnellement, je vous en remercie infiniment, vraiment. Alors que vraiment, je croyais, je vous connais pas, je ne vous connaissais pas. Je vous ai découvert à travers votre écriture, je vous ai découvert à travers votre façon encore une fois, à la fois d'accepter de venir, d'accepter d'être décalé par rapport à une autre date. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais merci à vous, surtout, Jeanne, de faire ce travail qui est énorme et qui est purement désintéressé. Donc, décaler un rendez-vous en soi, ça n'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pris ça de façon extrêmement... voilà, il y a les circonstances de la vie, donc ça ne m'a pas du tout dérangé, réellement, hein, je veux dire... J'ai pris beaucoup de plaisir à cette escale, parce que j'aime beaucoup ce que vous dites sur la mémoire, sur la disparition des civilisations. En même temps, vous savez parler aux poissons de lune, aux auteurs, et à moi, dans cette escale, un jour de grand froid quand même, bien qu'on soit bien ici à la Contrescarpe, à la brasserie de la Contrescarpe. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire avant qu'on termine? Hier, c'était comment? Comme ça. C'était génial. Ah oui, pour moi c'était considérable, mais beaucoup de stress aussi parce que... Vous avez fait un discours? Oui, que j'avais préparé, où j'ai expliqué mon projet. Alors j'avais peur que le projet paraisse un peu macabre, triste, les cimetières. Bon, d'autant plus que Breton, je ne suis pas dans sa tête, qui avait certes une personnalité compliquée, cassante, pensait que le surréalisme c'était la vie. Il avait raison, d'ailleurs on sortait de la guerre de 14-18 et le surréalisme est né comme une révolte contre la guerre de 14-18 parce que la plupart des grands noms du surréalisme comme René Char, Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon ont vécu la guerre dans leur chair. Hein. Alors, ils ont soit directement dans les combats, soit qu'ils étaient médecins militaires, donc ils ont eu des horreurs. Et je me suis dit, Breton aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fossilisation du mouvement? C'est absurde. D'ailleurs, il y a son poème qui est très beau, plutôt la vie que cette rosace sur ma tombe, etc. Et en fait, j'avais peur que le projet apparaisse incongru, décalé. J'étais impressionné par l'institution. C'est la première fois que je reçois un prix. Oui, voilà, mais quand même prestigieux. Donc, vous voyez, donc je me sentais, mais finalement ça s'est bien passé, j'en suis heureux. Mais je vous avoue qu'au départ, j'étais quand même un peu stressé. Eh bien, moi, je trouve que c'est magnifique. Et j'applaudis, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette escale. Nous allons finir avec la musique du générique d'Alain Warraud. Et vraiment, le bateau de l'escale repart, les cales pleines, heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Étienne. Merci.